Pour ce tout dernier podcast spécial 20 ans de recherche, la Fondation est allée aux côtés de la Ville Rose pour rencontrer Mélanie White-Koning, professeure des universités à l'Université de Toulouse et chercheuse au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse. De 2003 à 2006, elle mène une thèse en épidémiologie au sein d'une équipe INSERM, celle du docteur Catherine Arnaud, médecin de santé publique à l'Université de Toulouse. Pour nous, elles reviennent sur l'un des tout premiers projets soutenus par la Fondation. Ensemble, elles nous expliquent en quoi l'étude des perspectives des enfants et des parents concernant la qualité de vie des enfants atteints de paralysie cérébrale nous apporte des informations complémentaires sur le bien-être physique et psychologique et explore quels sont les déterminants individuels et collectifs qui expliquent leurs différences éventuelles de point de vue. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Catherine Arnaud, j'ai 62 ans. Je suis médecin de santé publique, enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse. Mon activité, elle est principalement centrée sur la recherche et je m'intéresse à l'épidémiologie périnatale et pédiatrique. En fait, donc, mon focus en termes de recherche, ce sont les handicaps de l'enfance, avec une approche d'épidémiologiste, c'est-à-dire que je m'intéresse à la mesure de la fréquence des maladies dans la population. J'essaye de comprendre quels sont leurs déterminants, comment ces fréquences évoluent, dans un but qui est de pouvoir mettre en place des interventions ciblées qu'on essaye dans les handicaps de l'enfance et dans la paralysie cérébrale plus particulièrement, de concevoir de manière très précoce pour améliorer la vie de ces enfants, de leur famille aussi, et puis d'essayer de prévenir le handicap à chaque fois que c'est possible. Alors pour cela, eh bien, je travaille dans une équipe de recherche qui s'intéresse à la santé périnatale, à la santé pédiatrique et à la santé des adolescents au sein d'un centre de recherche à Toulouse qui s'appelle le Centre d'épidémiologie et de recherche en santé des populations, le CERPOP, dont je suis la directrice adjointe. Dans cette présentation préliminaire, je voudrais insister sur un outil que nous avons mis en place à Toulouse et qui nous permet de faire ces recherches. C'est le registre handicap de l'enfant de Haute-Garonne, qui est une infrastructure à la fois de surveillance et de recherche, dont je suis la responsable scientifique depuis sa création en 1999. Et nos données, pour ce qui concerne la paralysie cérébrale, sont partagées à un niveau européen dans un réseau de registres dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est sur cette base-là qu'on a fait l'étude dont on va parler juste après. Donc moi je suis Mélanie White-Koning, j'ai 46 ans, je suis professeure de biostatistique à la faculté de santé de l'Université de Toulouse et pour ce qui concerne mon activité de recherche, je travaille maintenant dans une équipe INSERM qui travaille sur la cancérologie de manière large et notre équipe en particulier s'intéresse à la pharmacocinétique des traitements anticancéreux avec pour objectif donc de contribuer à expliquer ce qui fait que les gens réagissent différemment à des traitements. Donc on travaille sur l'individualisation des doses. Alors peut-être qu'à ce stade vous vous posez la question de ma présence sur ce podcast, mais je suis ici parce que j'ai réalisé ma thèse sur justement un sujet qu'on va évoquer tout à l'heure, donc la qualité de vie des enfants atteints de paralysie cérébrale, sous la codirection de Catherine Arnaud et de Hélène Grandjean. Et donc, j'ai bénéficié durant dans les derniers 18 mois de ma thèse, d'un financement de la part de ce qui s'appelait à l'époque la Fondation Motrice, puisque c'était il y a 20 ans, en 2005-2006. Ça s'appelait la Fondation Motrice, mais c'est donc devenu la Fondation pour la paralysie cérébrale.
Vous venez de l'évoquer, en 2005, vous avez bénéficié du soutien de la Fondation Paralysie Cérébrale pour ce projet de recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Tout à fait. Donc, j'ai effectué donc ma thèse sur un sujet qui était très focalisé sur une étude qui s'appelait l'étude SPARKLE, qui est un acronyme pour Study of Participation of Children with Cerebral Palsy Living in Europe, et donc qui s'intéressait à l'étude de la qualité de vie et la participation à la vie sociale des enfants avec paralysie cérébrale dans 9 centres et 7 pays en Europe, ces pays étaient le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, la Suède, le Danemark, l'Italie et l'Allemagne. Et donc, cette étude européenne qui a bénéficié c'était une grosse étude de recherche menée par le professeur Alan Colver à Newcastle, a bénéficié d'un financement européen qui sont des financements très difficiles à obtenir et qui demandent beaucoup de préparation. Donc, moi, je suis arrivée, ce projet avait déjà été obtenu. Et donc, mon travail a consisté à analyser une partie des données de cette étude, qui a donc inclus 818 enfants atteints de paralysie cérébrale et âgés de 8 à 12 ans. Et donc moi, je me suis intéressée dans ma thèse, toute ma thèse a porté là-dessus, en particulier à la qualité de vie. Alors, il faut savoir que la qualité de vie était déjà étudiée depuis un certain temps, mais chez les enfants, c'était à l'époque, en 2005, relativement récent. Donc, il y avait une étude en 1995 qui avait montré que 90% des études de la qualité de vie chez l'enfant étaient évaluées par d'autres personnes qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire soit des parents ou des personnes de l'entourage de l'enfant. Donc, pour dire qu'à ce moment-là, l'évaluation de la qualité de vie par l'enfant lui-même, qu'on appelle aussi l'auto-évaluation, était quelque chose d'assez récent. Et donc, dans l'étude SPARKLE, c'était un objectif très fort de pouvoir évaluer la qualité de vie, à la fois la qualité de vie objective et subjective, chez des enfants atteints de paralysie cérébrale et sur un nombre relativement important d'enfants. Et en particulier, donc juste au début de mon travail de thèse, je m'étais aussi intéressée à la possibilité et la fiabilité de mesurer la qualité de vie chez les enfants atteints de déficience intellectuelle, puisque l'étude SPARKLE incluait des enfants avec paralysie cérébrale toute sévérité d'atteinte physique confondue, et donc également avec une proportion relativement importante, à peu près 70% d'enfants atteints également de déficience intellectuelle, modérée ou sévère. Et donc, on avait effectué un premier travail qui était de réfléchir à la manière d'obtenir une évaluation de la qualité de vie même chez des enfants atteints de déficience intellectuelle. Et pour cela, on avait fait une recherche bibliographique et on avait trouvé des outils qui avaient été développés, pas forcément chez des enfants avec paralysie cérébrale, mais chez des enfants qui avaient des déficiences intellectuelles, pour essayer de savoir si l'enfant était en capacité de comprendre ce qu'était une échelle de réponse de questionnaire, puisque les questionnaires de qualité de vie, comme vous pouvez en rencontrer dans différents domaines, sont des questionnaires avec des échelles à 5 niveaux, pas du tout d'accord, un peu d'accord, moyennement d'accord, etc. Et donc l'idée de cette pré-évaluation, en particulier chez les enfants avec déficience intellectuelle, était de savoir si les enfants comprenaient le concept de cette gradation et pouvaient relier. Donc, il y avait une petite manipulation d'objets, de cubes de tailles différentes, et de voir s'ils arrivaient à mettre en relation l'intensité avec la question posée. Et si c'était le cas, on procédait à la passation du questionnaire de qualité de vie. Et sinon, malheureusement, ce n'était pas possible. Et donc, dans le cas de l'étude SPARKLE, nous avons obtenu une auto-évaluation donc l'objectif c'était chez le plus d'enfants possible, et finalement elle a été possible chez 61% des enfants de l'étude, c'est-à-dire 500 enfants. Parmi ces enfants, 27% avaient une déficience intellectuelle modérée à sévère. Donc l'objectif de pouvoir d'obtenir l'évaluation de qualité de vie chez des enfants avec déficience était quand même atteint à un certain niveau.
Et la particularité aussi de l'étude Sparkle, c'était également demander à tous les parents des 818 enfants d'évaluer aussi la qualité de vie de l'enfant. Et le présupposé de base pour nous était que parents et enfants donnent chacun une évaluation de la qualité de vie de l'enfant, mais qui reflète leur perspective sur la qualité de vie. Donc, on ne considérait pas que une des évaluations a une valeur intrinsèque plus importante, même si bien sûr c'est très important d'avoir l'évaluation de l'enfant lui-même puisque c'est subjectif. Donc voilà, donc ça c'était aussi une grande force et une particularité de l'étude Sparkle. Jamais auparavant, sur un nombre aussi important d'enfants, c'est-à-dire finalement 500, n'était disponible à la fois l'évaluation de l'enfant et l'évaluation du parent. Et donc, même si dans d'autres études, il y avait eu soit que le parent ou soit l'enfant, on n'avait pas la possibilité d'explorer la relation entre les réponses des parents et les réponses des enfants. Et donc l'idée, c'était déjà d'évaluer la qualité de vie. Donc le questionnaire utilisé, c'était le questionnaire Kidscreen, qui était un questionnaire utilisé pour des enfants de tout venant ou avec d'autres maladies chroniques, pas spécifiquement pour les enfants avec paralysie cérébrale, développé par un groupe européen, donc adapté à différentes cultures, et avec des scores, avec 10 domaines explorés, donc le bien-être physique, l'autonomie, le bien-être psychologique, les émotions, la perception de soi, les relations avec les parents, le soutien social et les relations avec les pairs, la vie scolaire, les brimades, c'est le mot bullying en anglais, l'acceptation sociale, peut-être le harcèlement, comme on dirait maintenant, et les ressources financières. Et donc, vous voyez que c'est un panel très complet de domaines à la fois objectifs et subjectifs, où on demande à l'enfant comment il ressent sa qualité de vie. Donc, on a obtenu les perspectives des parents et des enfants, et un premier résultat était qu'on remarque tout d'abord, c'est que sur les 10 domaines examinés, dans 8 de ces 10 domaines, les parents cotaient la qualité de vie de l'enfant comme étant plus basse que la cotation donnée par l'enfant. Donc l'enfant déclarait une qualité de vie meilleure que ce que déclare le parent. Donc le score des parents était significativement plus bas. Alors bien sûr, c'est une moyenne. Le seul domaine où c'était l'inverse, où le parent cotait meilleur que l'enfant, c'était le domaine des finances. Et il y avait le domaine des émotions où il n'y avait pas de différence significative en moyenne. Donc ça, c'est déjà un résultat intéressant qui avait été trouvé, mais pas forcément démontré dans la population de paralysie cérébrale. Donc, en moyenne, les parents ont tendance à sous-coter par rapport aux enfants. Et ensuite, pour aller plus dans le détail, nous sommes allés regarder dans chaque binôme parent-enfant s'ils étaient en accord ou en désaccord, sachant qu'on définissait une différence cliniquement pertinente. Donc, c'était en prenant en compte la variabilité des scores, donc de manière statistique. Donc, il y avait une différence qui était considérée comme cliniquement pertinente. Donc, si la différence était en deçà, inférieure à cette différence, on considère que le binôme est en accord. Sinon, ils étaient en désaccord et on a séparé les binômes où le désaccord était dans le sens parents surcotant par rapport à l'enfant ou parents sous-cotant par rapport à l'enfant, puisque ce que j'ai dit précédemment, c'était en moyenne sur toute la population. Et donc, nous avons voulu savoir, dans les cas où il y a des accords, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces désaccords. Donc, on a étudié différentes caractéristiques de l'enfant et de la famille qui pourraient expliquer statistiquement ces désaccords. Donc, les caractéristiques de l'enfant étudié étaient le sexe, l'âge, le type de paralysie cérébrale, la motricité des membres inférieurs et supérieurs, les déficiences intellectuelles éventuelles associées, la douleur de l'enfant, le comportement, et puis au niveau de la famille, le stress parental dans la prise en charge de l'enfant, le type d'école, la fratrie, s'il y a ou non des frères et sœurs et s'ils ont ou non des déficiences, la structure familiale, mariée, célibataire, le niveau d'éducation des parents, la situation professionnelle des parents. Et ce que l'on a trouvé, donc si on examinait d'abord
quels étaient les facteurs associés au désaccord parents sous-cotant par rapport à l'enfant, qui étaient donc les désaccords les plus fréquemment observés. On a vu que dans 3 domaines, donc sur les 10 qui étaient couverts par ce questionnaire, les parents avec un niveau de stress plus élevé avaient tendance à coter la qualité de leurs enfants comme plus basse que ce que cotaient les enfants eux-mêmes. Donc ça, c'était un résultat très important. On a vu que le niveau de stress du parent dans ce qui concerne son enfant, quand il est élevé, va avoir tendance à faire que les parents sous-cotent la qualité de vie de leurs enfants par rapport à ce que dit l'enfant lui-même. Et l'autre résultat important, c'était que lorsque l'enfant déclarait une douleur sévère ou fréquente, alors dans ce cas-là, les enfants avaient tendance à donner une qualité de vie significativement moins bonne que ce que donnaient les parents. Donc finalement, c'était très fort, puisque c'est sur 5 domaines, c'est vraiment la moitié des domaines couverts par cette étude de qualité de vie. Donc la douleur ressentie par l'enfant mène à une sous-estimation par les parents de l'impact négatif de la douleur sur la qualité de vie de leur enfant. Donc voilà, après, dans le détail, on a vu plusieurs résultats, peut-être sur des domaines un peu plus particuliers, mais c'était les 2 messages forts de cette étude. Le stress parental, qui est plutôt lié à une sous-cotation des parents par rapport aux enfants, et la douleur ressentie par l'enfant, qui est plutôt liée à un désaccord dans le sens parent surcotant la qualité de vie de son enfant. Et donc, je vais laisser la parole à Catherine Arnaud, puisque cette étude donc, a été publiée dans plusieurs revues. Les travaux ont été publiés dans plusieurs revues. Et ensuite, il y a l'étude Sparkle, qui donc suivait ces enfants qui, à l'époque, avaient 8-12 ans, a été poursuivie. Donc, il y a eu un suivi longitudinal d'un maximum de ces enfants à l'âge adolescent et adulte. Merci beaucoup. Donc, Catherine Arnaud, en fait, dans toute cette étude, quel a été votre rôle et quelles ont été les autres ambitions autour de cette étude ? Alors oui, effectivement, la qualité de vie, c'était un paramètre extrêmement important à mesurer, comme l'a expliqué Mélanie, mais il y avait bien d'autres aspects qui étaient étudiés, et notamment l'intégration à la vie sociale, qui chez l'enfant est principalement à l'école, mais qui se fait dans d'autres espaces qui étaient étudiés. Mais juste, je voudrais revenir sur notre raisonnement à partir des résultats qu'on a obtenus dans la thèse de Mélanie. Revenir sur ces résultats parce que ça a construit notre raisonnement ultérieur dans cette partie complémentaire qui a été mise en œuvre, puisque nous avons cherché à suivre ces enfants, et il y a eu 2 nouvelles phases d'enquête sur le terrain où on a interrogé les jeunes, leurs parents, sur la qualité de vie. Donc quand ils étaient adolescents, c'est-à-dire que l'âge était centré entre 13 ans et 17 ans, et puis aussi, beaucoup plus tard, jeunes adultes entre 22 et 27 ans quand ils ont été interrogés. Donc si on revient sur ces premiers résultats qui étaient très forts, l'impact de la douleur, l'impact du stress des parents dans leur fonction parentale comme facteur modulant les écarts de perception de la qualité de vie ou de compréhension de la qualité de vie parent-enfant, on a essayé de reposer cette question au moment de l'adolescence parce que pour nous, c'était un moment particulier avec une indépendance prise plus importante par ces adolescents. Et donc, on voulait être, de la même manière que dans l'enfance, être en capacité de pouvoir interpréter des résultats parentaux en l'absence de résultats d'auto-évaluation des adolescents si on était dans de nouvelles études amenés à le faire, ou dans l'étude de Sparkle, si on regardait spécifiquement les résultats de ceux qui ne pouvaient pas donner eux-mêmes leur auto-évaluation. Eh bien, on a retrouvé à l'adolescence exactement les mêmes résultats que dans l'enfance, même rôle de la douleur, même rôle du stress parental. Ce qui changeait, c'est l'écart d'appréciation entre les parents et les enfants,
avec des écarts qui avaient en moyenne tendance à être plus grands entre les appréciations des parents et des enfants, et d'autant plus grands que les domaines explorés, je dirais, touchaient à l'intime, c'est-à-dire ces émotions ou les relations avec les parents. Là, on voyait grandir les écarts. Après, dans cette étude, il y avait une autre perspective, c'était de comparer ces résultats de la qualité de vie des enfants avec paralysie cérébrale avec la population générale. Mélanie l'a dit tout à l'heure, le questionnaire que nous avions utilisé était un questionnaire qui n'était pas spécifique à la paralysie cérébrale, et c'était un choix très fort de cette étude, de s'être positionné pour dire ces enfants, ces adolescents, ils sont comme les autres et on va les interroger avec les mêmes outils que les autres enfants. Et donc à chaque âge, on a collecté des informations sur un échantillon d'enfants de la population générale qu'on est allé interviewés dans les écoles et qui avaient le même âge que les enfants ciblés avec paralysie cérébrale. Et le résultat nous a surpris, puisque ce qu'on a pu montrer, c'est que pendant l'enfance et aussi pendant l'adolescence, eh bien, si on regarde ceux qui sont en capacité d'auto-évaluer, donc le sous-groupe de ceux qui sont capables de répondre par eux-mêmes, ils rapportent un niveau de qualité de vie absolument similaire à celui de la population générale. Et ça, c'est un message qui a été très intéressant à travailler et très important à faire passer donc auprès des familles, bien sûr, aussi auprès des professionnels. Et peut-être qu'il y a encore du travail à le faire passer auprès de tous les citoyens en disant ces enfants, juste considérez-les comme les autres, ce sont des enfants, ce sont des adolescents, ils n'ont pas de particularité qui ferait qu'on pourrait les regarder différemment. Donc ça, c'est un résultat qui nous a quand même surpris et qui était vraiment retrouvé pour la première fois sur un échantillon aussi large. Et puis, le troisième point sur lequel je voudrais donc revenir dans nos résultats globaux sur cette étude, c'est cet angle qu'on avait choisi d'essayer de suivre ces enfants et donc du coup de se poser la question de l'évolution de la qualité de vie au cours du temps. Quelle est la qualité de vie à l'enfance? Quelle est la qualité de vie pendant l'adolescence? Et qu'est-ce que ce niveau de qualité de vie, cette appréciation devient quand on est un petit peu plus âgé? Alors là, il y a des évolutions et globalement, ces évolutions, elles ne sont pas les mêmes selon les domaines. Il y a des domaines comme le bien-être psychologique, par exemple, où au cours du temps, on a tendance à voir une diminution régulière du niveau de qualité de vie. On n'a pas d'études qui nous permettent de comparer avec la population générale pour voir si cette diminution serait la même dans la population générale, mais on peut penser qu'elle est proche. Et puis, on a d'autres domaines où la qualité de vie, au contraire, en moyenne augmente, comme par exemple les relations sociales. Voilà. Alors, ce sont des études qui sont difficiles parce que les questionnaires de qualité de vie dépendent de l'âge. En fait, les intérêts dépendent de l'âge et donc ce ne sont pas les mêmes questionnaires. Donc, les résultats restent limités, mais malgré tout importants pour essayer de comprendre. Et les déterminants de ces évolutions, ils sont toujours les mêmes. Et on l'a retrouvé encore, la douleur, qui est un paramètre extrêmement important. Les douleurs fréquentes et sévères altèrent la qualité de vie et dégradent l'évolution de la qualité de vie. On a retrouvé aussi beaucoup le rôle de l'épilepsie chez le jeune adulte, par exemple, qui était la présence d'épilepsie, un élément important de la dégradation de la qualité de vie. Donc tout ça pour dire que ce programme, il a permis de donner un ensemble de résultats assez cohérents, qui étaient novateurs, je pense, dans le domaine, et qui aussi a permis de transformer un peu notre vision sur cette population dans ce domaine-là. Je pense qu'aujourd'hui, il est impossible de s'entretenir avec un enfant ou une famille sans poser la question de la qualité de vie. Dans les recherches aussi, c'est quelque chose qui est systématique, comme est systématique l'interrogation sur la douleur, parce qu'on sait que son impact est très important.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, une dernière petite question pour savoir si vous avez peut-être un message pour les 20 ans de la Fondation. Tout d'abord, surtout, remercier la Fondation d'avoir participé au financement de ma thèse, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui où les financements sont déterminés en amont de l'inscription, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et voilà, c'était vraiment un élément déterminant du fait que je puisse effectuer ces travaux. Ils ont été... Enfin, c'était important pour moi à un niveau personnel, mais ils ont été publiés et présentés à des conférences. Et je pense que, voilà, on voit qu'ils ont été pas mal cités. Donc, la Fondation a contribué à faire avancer la question de la qualité de vie et de la participation à la vie sociale par cette grande étude européenne. Et c'était vraiment une contribution significative à ce travail et donc à ce domaine de recherche. Donc, un grand merci à la Fondation. Et effectivement, d'un point de vue personnel, je n'ai pas poursuivi les travaux dans ce domaine pour différentes raisons, mais certainement ce travail que j'ai effectué a contribué à me permettre de continuer à faire de la recherche dans le domaine médical. Donc je remercie beaucoup la Fondation et je l'encourage à continuer ce travail de financement, d'accompagnement des familles, des pratiques, mais aussi la recherche est vraiment importante et je pense à des impacts qui perdurent dans le temps sur des domaines importants. Et puis pour compléter ce que tu viens de dire, je pense que cette étude, elle a une vision très sociétale des recherches qu'on a pu faire. Et ça, c'est un élément aussi qu'il ne faut pas oublier. En fait, dans la recherche sur la paralysie cérébrale, il y a un éventail de problématiques qui vont du très fondamental au très sociétal. C'est vrai que nous, on s'inscrit dans la partie plus sociétale, l'impact sur les familles, l'impact sur la fratrie, et puis évidemment la prise en compte du bien-être de ces personnes. Et je pense que ce sont des éléments qu'il faut garder en tête, en fait, cette diversité dans les recherches. Elles sont toutes importantes et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel la Fondation doit pouvoir se situer sur le long terme et donc pour les 20 ans suivants.